40 ans pour passer de Pong à des mondes qu'on distingue à peine d'une photo. À ce rythme, la question n'est plus de savoir si on pourra un jour simuler une réalité complète, c'est de savoir si quelqu'un ne l'a pas déjà fait. On a tendance à oublier à quel point cette progression est récente. Les premiers pixels, les premiers sprites, les premières textures plates, tout ça date d'hier à l'échelle de l'histoire humaine. Et pourtant, en l'espace d'une vie, on est passé d'images qu'un enfant de 5 ans pouvait dessiner à des environnements où l'on distingue les pores de la peau, les reflets dans une flaque d'eau, le mouvement d'une foule généré en temps réel. Ce n'est pas une opinion, c'est un constat. Chaque décennie a multiplié la puissance de calcul, la finesse du rendu, la densité des mondes virtuels. Et cette courbe ne ralentit pas, elle accélère. Alors, si on prolonge cette trajectoire, non pas sur 40 ans, mais sur 400, sur 4000, sur 1 million d'années, on arrive à un point où la distinction entre un monde simulé et un monde réel devient purement théorique. Une civilisation suffisamment avancée pourrait créer des univers entiers, peuplés d'êtres qui ne sauraient jamais qu'ils vivent dans un programme. Mais jusqu'ici, on parle d'images, de décors, d'environnements sophistiqués, certes, mais vides, des coquilles visuelles sans personne à l'intérieur pour les percevoir vraiment. Le problème, c'est qu'il existe une hypothèse en philosophie de l'esprit qui change complètement la donne. On l'appelle l'indépendance du substrat. L'idée est simple, presque banale une fois qu'on l'a formulée. La conscience, ce que vous ressentez en ce moment, le fait d'être là, d'exister, de percevoir ces mots, n'est peut-être pas lié à la matière spécifique de votre cerveau. Elle serait liée à l'organisation de l'information, à la structure, pas au support. Si c'est vrai, alors un cerveau biologique n'a rien de sacré, ce n'est qu'un substrat parmi d'autres. Et n'importe quel système capable de reproduire cette organisation, un ordinateur, un réseau, une architecture qu'on n'a pas encore inventée, pourrait en principe générer une conscience. Une vraie, pas une imitation, pas un personnage qui fait semblant de ressentir. Une entité qui ressent réellement, qui pense, qui doute, qui se demande si elle est réelle. On ne parle plus de graphisme, on ne parle plus de monde joli à regarder, on parle d'esprit. Et c'est là que le raisonnement commence à glisser vers un endroit inconfortable. Parce que si une civilisation suffisamment avancée peut non seulement créer des environnements parfaits, mais aussi les peupler de conscience véritable, des êtres qui vivent leur existence comme vous vivez la vôtre, alors la question suivante devient inévitable. Combien de ces simulations lanceraient-elles? C'est une question de chiffres, et les chiffres, ici, deviennent vertigineux. Imaginons qu'une seule civilisation, quelque part dans l'univers, à n'importe quel moment de son histoire, atteigne un niveau technologique suffisant pour créer des simulations peuplées de conscience. Une seule, pas des milliers, pas des millions, une seule suffit pour que le raisonnement bascule. Parce qu'une civilisation capable de faire ça ne se contenterait probablement pas d'une simulation. Si la puissance de calcul le permet, pourquoi s'arrêter à une? Pourquoi pas 10? Pourquoi pas 1 milliard? Les motivations possibles sont infinies. Recherche historique, divertissement, expérimentation sociale, curiosité pure ou des raisons qu'on ne peut même pas concevoir depuis notre position. Et chacune de ces simulations pourrait elle-même contenir des milliards d'êtres conscients, vivant leur vie, convaincus d'exister dans une réalité fondamentale. On arrive alors à un déséquilibre mathématique assez brutal. D'un côté, les êtres de la réalité de base, ceux qui vivent dans le monde originel, non simulé. De l'autre, les êtres simulés, dont le nombre dépasse potentiellement de plusieurs ordres de grandeur celui des originaux. Si une civilisation lance ne serait-ce qu'1 milliard de simulations contenant chacune 1 milliard d'individus conscients, alors, pour chaque esprit réel, il existe 1 milliard de milliards d'esprits simulés. Et c'est là que le piège se referme. Parce que si vous êtes un être conscient, ce que vous êtes en ce moment en écoutant ceci, et que vous ne savez pas dans quelle catégorie vous vous trouvez, quelle est la probabilité que vous fassiez partie du groupe infiniment minoritaire, celui des originaux? Statistiquement, c'est presque impossible. Le calcul est froid, mais il est difficile à contourner. Si les êtres simulés sont astronomiquement plus nombreux que les êtres réels,
alors n'importe quel être conscient, pris au hasard, a une probabilité écrasante d'être simulé. On n'a rien prouvé, on n'a fait qu'aligner des hypothèses. Mais ces hypothèses, prises ensemble, produisent une conclusion qui semble découler mécaniquement, sans qu'on puisse désigner l'étape où le raisonnement déraille. La seule façon d'échapper à cette conclusion serait de montrer que les prémices sont fausses, que la conscience ne peut pas être simulée, ou que les civilisations suffisamment avancées n'existent pas, ou qu'elles existent, mais qu'elles choisissent systématiquement de ne jamais créer ce type de simulation. Et c'est peut-être là que se trouve la sortie. Peut-être que toutes les civilisations, sans exception, décident de ne pas le faire. Mais cette hypothèse, elle aussi, pose problème. En 2003, un philosophe suédois du nom de Nick Bostrom a formalisé ce problème sous la forme d'un trilemme. 3 propositions dont au moins une doit être vraie. Et le problème, c'est qu'aucune des 3 n'est particulièrement rassurante. Première possibilité, les civilisations technologiques ne survivent jamais assez longtemps pour atteindre ce niveau de puissance. Autrement dit, quelque chose les arrête systématiquement avant. Guerre, catastrophes écologiques, effondrement interne, intelligence artificielle mal contrôlée, peu importe le mécanisme. Ce qui compte, c'est l'implication. Si cette hypothèse est vraie, alors, nous aussi, nous sommes condamnés. Chaque civilisation qui s'approche du seuil critique finit par s'éteindre. Ce serait une loi presque universelle. Et nous n'aurions aucune raison d'y échapper. Deuxième possibilité. Les civilisations post-humaines existent, elles atteignent ce niveau technologique, mais elles choisissent de ne jamais créer de simulation de ce type. Toutes, sans exception. Partout dans l'univers, à travers des milliards d'années et des milliards de cultures différentes, pas une seule ne cède à la tentation. Cela suppose une convergence étrange des valeurs, une sorte d'interdit moral universel, ou peut-être une perte totale d'intérêt pour ce genre de création. Pourquoi des êtres infiniment plus avancés que nous se désintéresseraient-ils unanimement de simuler leurs ancêtres, leur histoire, des variantes de leur propre évolution? On peut l'imaginer, mais cela reste difficile à expliquer. Il faudrait que cette retenue soit absolue, sans exception, sur des échelles de temps et d'espace qu'on peine à concevoir. Troisième possibilité. Ni l'une, ni l'autre des 2 premières n'est vraie. Les civilisations survivent, elles créent des simulations, et par conséquent, le nombre d'êtres simulés dépasse de très loin celui des êtres originels. Dans ce cas, la conclusion statistique s'impose d'elle-même. Nous sommes, avec une probabilité écrasante, des consciences simulées. Ce qui rend ce trilemme inconfortable, ce n'est pas qu'une des 3 options soit terrifiante et les 2 autres rassurantes. C'est qu'aucune ne l'est. On peut choisir de croire que les civilisations s'effondrent toutes, mais c'est admettre une forme de fatalité. On peut choisir de croire qu'elles refusent unanimement de simuler, mais c'est postuler une convergence presque miraculeuse. Ou on peut accepter la 3e branche et admettre que notre réalité n'est probablement pas ce qu'elle semble être. Le raisonnement ne dit pas laquelle est vraie, il dit simplement qu'on ne peut pas toutes les rejeter en même temps. L'une d'entre elles, au moins, doit tenir. Et si la 3e est la bonne, alors peut-être existe-t-il des traces, des indices, des anomalies dans la structure même de ce qu'on appelle la réalité. Des détails qui, vus sous un certain angle, ressemblent moins aux propriétés d'un univers fondamental qu'aux contraintes d'un système qui optimise ses ressources. Ce qui est troublant, c'est que certains aspects de notre univers ressemblent étrangement à ce qu'on attendrait d'un système optimisé pour économiser des ressources de calcul. Prenons la mécanique quantique. À l'échelle subatomique, les particules ne se comportent pas comme des objets solides avec des positions définies. Elles existent dans des superpositions d'états,
des probabilités floues, jusqu'au moment où on les observe. Et c'est précisément à cet instant, quand quelqu'un regarde, que la fonction d'onde s'effondre et qu'une position précise se matérialise. Comme si l'univers ne calculait les détails que lorsque c'est nécessaire. Comme si le rendu ne se faisait qu'à la demande. C'est exactement comme ça que fonctionnent les jeux vidéo modernes. On n'affiche pas l'intégralité du monde en permanence. On génère ce que le joueur voit au moment où il le voit. Tout le reste flou, en attente, non résolu. Les développeurs appellent ça le chargement dynamique. La physique quantique fonctionne de manière étrangement similaire. Il y a aussi la question du réglage fin de l'univers. Les constantes fondamentales, la vitesse de la lumière, la constante gravitationnelle, la charge de l'électron, ont des valeurs extrêmement précises. Si l'une d'elles était légèrement différente, ne serait-ce que d'une fraction infime, les atomes ne se formeraient pas, les étoiles n'existeraient pas, la chimie serait impossible. L'univers semble calibré avec une exactitude troublante pour permettre l'émergence de la complexité et de la vie. On peut y voir une coïncidence cosmique extraordinaire. Ou on peut y voir des paramètres, des valeurs entrées dans un système pour produire un résultat spécifique. Et puis il y a le silence. L'univers est immense. Des milliards de galaxies, des milliards d'étoiles, une quantité inconcevable de planètes potentiellement habitables. Et pourtant, rien. Aucun signal, aucune trace, aucune visite. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de Fermi. Si la vie intelligente est possible, elle devrait être partout. Mais elle n'est nulle part. Une explication possible, parmi d'autres, serait que les étoiles lointaines ne sont pas vraiment là, pas au sens où on l'entend. Elles seraient un décor de fond, une toile peinte à basse résolution, jamais conçue pour être explorée de près. Parce que simuler un univers entier dans ses moindres détails serait inutilement coûteux. Il suffit de simuler ce qui est observable. Aucun de ces éléments ne constitue une preuve. La mécanique quantique a ses propres explications. Le réglage fin peut s'interpréter autrement. Le paradoxe de Fermi admet des dizaines de solutions classiques. Mais ce qui est étrange, c'est que chacun de ces phénomènes possède une double lecture. Une lecture naturelle et une lecture computationnelle. Et cette seconde lecture, une fois qu'on l'a vue, devient difficile à oublier. On pourrait objecter que tout cela reste indémontrable, qu'on ne pourra jamais prouver que nous vivons dans une simulation. Et c'est vrai. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que l'inverse est tout aussi vrai. On ne peut pas non plus prouver que nous n'y sommes pas. C'est là que le vertige commence vraiment. Une simulation suffisamment avancée serait par définition indiscernable de la réalité. Chaque test qu'on pourrait concevoir, chaque expérience qu'on pourrait mener, chaque observation qu'on pourrait faire, tout cela se déroulerait à l'intérieur du système. On chercherait des failles avec des outils eux-mêmes simulés, dans un cadre dont les règles auraient été définies par les créateurs. Trouver une anomalie ne prouverait rien. Elle pourrait faire partie du design. Ne pas en trouver ne prouverait rien non plus. Cela signifierait simplement que la simulation est bien faite. On se retrouve face à une question qui n'admet pas de réponse empirique. Pas parce qu'on manque de données, pas parce que la science n'a pas encore progressé suffisamment, mais parce que la structure même du problème interdit toute vérification. De l'intérieur d'une simulation parfaite, il n'existe aucun point de vue extérieur, aucun
recul possible. On est pris dans le cadre est tout ce qu'on a. Ce qui est étrange, c'est que cette impossibilité ne diminue pas le doute. Elle l'aggrave, parce qu'on ne peut plus se rassurer en disant qu'on finira par savoir. On ne saura pas, on ne peut pas savoir. La question reste ouverte, définitivement, structurellement ouverte. Et pourtant, cela ne change rien à l'expérience quotidienne. Le café a le même goût, les gens qu'on aime existent toujours, d'une certaine manière, la douleur fait toujours mal, tout continue exactement comme avant, sauf qu'une fissure s'est ouverte quelque part. Une fissure qu'on ne peut ni refermer, ni ignorer complètement. On vit avec, on a toujours vécu avec, sans le savoir. La seule différence maintenant, c'est qu'on a formulé la question.